Épictète s'est rendu compte qu'une grande partie de notre souffrance provient de la façon dont nous voyons les situations, et non des situations elles-mêmes. Quelque chose dont nous ne nous rendons souvent pas compte. Nous pensons souvent que nous réagissons automatiquement aux choses mauvaises ou injustes faites par les autres, comme si nous étions programmés pour ressentir une certaine chose. Mais si c'était juste la situation elle-même qui causait de la souffrance, quelle que soit la façon dont nous l'interprétons, tout le monde réagirait de la même manière dans des situations similaires. Et nous savons que cela n'arrive pas. C'est pourquoi Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens de son temps, nous a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais que nous pouvons choisir comment réagir. Nous avons la capacité de choisir comment réagir à chaque situation qui se produit dans notre vie. Au XXe siècle, la psychologie cognitive, qui s'est développée grâce aux travaux d'Aaron Beck et d'Albert Ellis, a adopté cette même notion d'Épictète. Dans cette vidéo, nous parlerons surtout de la façon dont nous pouvons changer la façon dont nous interprétons et dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Cette méthode, inspirée du stoïcisme, offre un soutien pour faire face aux obstacles de la vie et surmonter les frustrations. Il utilise des exemples pratiques, des stratégies innovantes et des outils mentaux pour nous aider dans ce processus. Tout d'abord, je tiens à partager qu'en lisant chacune des histoires dans les commentaires, nous voyons comment les enseignements font vraiment une différence pour ceux qui sont engagés et dévoués à la pratique du stoïcisme. Merci beaucoup d'être avec nous et ne brisez pas cette chaîne de connaissances. Abonnez-vous, aimez et envoyez cette vidéo au groupe familial. Maintenant, continuons. Épictète nous enseigne l'importance de connaître la différence entre avoir des désirs sains et des exigences impossibles et déraisonnables. Par exemple, il est normal de ne pas vouloir faire d'erreurs au travail ou de chercher à les éviter, mais il est irréaliste d'exiger la perfection de soi-même et de voir toute erreur comme un désastre et un signe d'échec complet. De la même manière, il était naturel de ne pas vouloir être traité injustement ou que les gens se moquent de vous, mais penser que cela ne devrait jamais arriver ou que ceux qui nous traitent mal sont totalement mauvais est déraisonnable. Il est également normal de ne pas aimer être malade, mais croire que nous ne devrions jamais tomber malade ou ne pas être en mesure de faire face à l'inconfort de la grippe, par exemple, vous rend extrêmement fragile. Avoir des attentes réalistes et positives à l'égard des choses et des personnes qui nous entourent nous aide à grandir et à rester motivés. Il est important de savoir faire la différence entre avoir des objectifs réalisables et en attendre trop, ce qui n'est pas réaliste. Lorsque nos objectifs sont réalistes, ils nous encouragent à faire plus et à nous améliorer, mais lorsque nous attendons plus que ce qui est possible, nous finissons par être frustrés et déçus parce que nous attendons quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Trop attendre peut être mauvais pour ce que nous ressentons, affecter notre santé émotionnelle et nuire à nos relations, ainsi que mettre toutes nos attentes sur quelque chose qui est hors de notre contrôle. Au lieu de vouloir que tout soit parfait, à la fois en nous-mêmes et chez les autres, il est préférable d'accepter que des erreurs se produisent et d'être flexible. Comprendre que tout le monde a des limites et des imperfections nous aide à ajuster ce que nous attendons à quelque chose de plus réel, apportant plus de bonheur à long terme et améliorant la façon dont nous nous entendons avec les autres. Lorsque nous avons des croyances irrationnelles, nous pouvons finir par réagir de manière excessive ou avec des émotions très négatives, comme la panique ou le fait d'être déprimé par des erreurs au travail, de ressentir une colère excessive face aux injustices ou d'être très offensé de se sentir traité différemment, car ces attentes sont basées sur une compréhension déformée du monde, contrairement à la sagesse stoïcienne d'accepter les choses telles qu'elles sont. Dans la vision stoïcienne, le progrès passe par la raison. Certains peuvent penser qu'être totalement rationnel nous rend froid, indifférent ou totalement distant. Cependant, être rationnel ne consiste pas à nier nos émotions ou nos passions. Il s'agit d'éviter les émotions nuisibles ou démesurées, telles qu'une peur paralysante ou une colère incontrôlée, tout en maintenant notre capacité à aimer profondément et à ressentir intensément. Être rationnel, c'est gérer ses émotions de manière à ce qu'elles soient équilibrées et adaptées à la situation, en réduisant les souffrances inutiles et en améliorant notre bien-être. Lorsque nous évaluons notre développement et nos progrès en tant que société, nous constatons que nous avons évolué davantage sur le plan technologique que sur le plan de la compréhension et de la gestion des émotions. De nos jours, il est facile d'acheter le téléphone portable super moderne en utilisant une carte de crédit, ce qui est à la portée de presque tout le monde.
Cependant, nous n'apprenons pas autant sur la façon de gérer la colère, de gérer nos attentes et nos désirs, ou de faire face à des sentiments et des émotions intenses qui nous contrôlent presque toujours. Il existe essentiellement 3 approches courantes pour gérer les émotions. L'utilisation de tranquillisants, la pratique d'exercices de relaxation comme les techniques de respiration, la danse et le yoga, et l'utilisation de la pensée positive pour induire le calme en imaginant des scénarios tranquilles ou en cultivant des pensées relaxantes. Les tranquillisants et l'exercice physique peuvent offrir un soulagement immédiat, mais ils se concentrent souvent davantage sur le physique plutôt que sur les croyances ou les schémas de pensée qui guident réellement nos émotions. Ils peuvent nous aider à nous évader momentanément, mais ils apportent rarement un changement permanent parce qu'ils ne confondent pas les pensées négatives profondément enracinées, telles que la prédiction de catastrophes ou le fait d'être trop critique. Sénèque était l'une des personnes les plus influentes de son temps, en tant que philosophe, politicien et dramaturge. Il a fait valoir que la philosophie a un pouvoir énorme pour nous aider à faire face aux défis de la vie. Il a enseigné que la façon dont nous pensons et recevons le monde à travers la philosophie peut renforcer notre capacité à faire face aux obstacles et aux événements imprévus posés par le destin. Pour parvenir à une amélioration réelle et durable de nos vies, Sénèque a suggéré que nous devrions affiner la façon dont nous interprétons nos expériences en modifiant profondément nos croyances et nos attitudes. Par exemple, une personne peut aimer son travail en général, mais ne pas être satisfaite de certaines parties spécifiques. Imaginez une enseignante de maternelle. Elle aime enseigner aux enfants, enseigner l'alphabétisation, mais ne pas se contenter de certaines parties spécifiques, enseigner. Mais elle déteste écrire dans les horaires quotidiens et préparer des rapports sur les performances des élèves. Elle aime être enseignante, mais il y a des obligations quotidiennes qu'elle déteste et qu'elle doit remplir. Cette personne a 2 options, se considérer comme un échec parce que son travail l'oblige à faire des tâches qu'elle n'aime pas, ou adopter une attitude plus positive, en valorisant le travail comme sa source de revenus pour le moment, même si elle n'aime pas tous les emplois qu'elle fait. De cette façon, cette enseignante peut mieux gérer son temps et chercher un nouveau métier ou une deuxième source de revenus, afin de ne pas être aussi dépendante financièrement de son emploi actuel. Ce changement de perspective permet non seulement de réduire le stress émotionnel, mais aussi d'adopter une approche plus positive et plus active de la vie et du travail. Lorsque vous changez la façon dont vous voyez une situation, vous vous libérez d'un schéma de réaction attendu et pouvez choisir comment réagir. Mais tout commence par le changement de la façon dont vous interprétez ce qui vous arrive. Un autre exemple que nous pouvons considérer est le cas d'une femme qui a divorcé de son mari en raison d'un traitement abusif, d'un manque de respect, de graves problèmes d'alcool et de drogue, et de son refus de demander de l'aide ou un traitement. Elle se retrouve aux prises avec la culpabilité et le remords, pensant qu'elle n'aurait pas dû se séparer, croyant à tort qu'elle aurait dû rester, endurer le manque de respect et l'humiliation, et l'aider à s'en sortir. Mais il est crucial qu'elle reconnaisse que le choix de son mari de ne pas demander de l'aide est sa responsabilité, pas la sienne. L'addiction et la dépendance chimique sont des sujets délicats, mais il faut que la personne veuille se libérer de cette terreur et de l'enfer de l'addiction. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, peu importe à quel point nous nous aimons et nous nous consacrons. Au fur et à mesure qu'elle réévalue la situation et change sa façon de penser, elle commence à comprendre que malgré ses bonnes intentions, la décision de son mari de ne pas demander de l'aide est quelque chose qu'elle ne peut pas changer. Ce changement de perspective aide à atténuer les sentiments de culpabilité et d'auto-jugement, ce qui lui permet de passer des sentiments de dépression et de désespoir à la tristesse et au regret. Il est essentiel de reconnaître que la tristesse et le regret, bien que douloureux, sont des émotions plus saines et plus faciles à gérer que la dépression et le désespoir profond, car ils acceptent la réalité de la situation sans se blâmer indûment. Ce processus de réévaluation ouvre la voie à la guérison émotionnelle, l'aidant au fil du temps à trouver la paix et l'acceptation de la décision difficile, mais nécessaire qu'elle a prise. Cet exemple montre l'importance de comprendre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle, une idée centrale de la philosophie stoïcienne. Penser, c'est dialoguer avec soi-même, et vous pouvez le faire à travers des images, des symboles ou d'autres processus qui vont au-delà des mots. Souvent, sans nous en rendre compte, nous analysons des situations et envisageons différents scénarios dans notre esprit, et lorsque ce processus se produit, nous nous parlons à nous-mêmes. Par exemple,
Lorsque nous pensons à la recherche d'un nouvel emploi, nous pouvons nous motiver avec des pensées positives, telles que « je peux le faire, j'ai beaucoup d'expérience dans ce rôle, je peux obtenir ce poste ». Ainsi que nous pouvons envisager d'éventuels défis et rejets. Je ne sais pas si je vais réussir l'entretien. Certaines qualifications qu'ils exigent que je n'ai pas, vont-ils m'accepter? Que vont-ils penser de moi? Le dernier cours que j'ai suivi dans la région a au moins 5 ans. S'il y a quelqu'un de plus qualifié, je ne serai peut-être pas choisi pour le poste. Cette réflexion interne nous permet aussi de reconnaître l'importance d'agir. Rester à la maison est plus facile et plus réconfortant, mais cela m'apporte beaucoup plus de dégâts. Ne pas agir dans cette situation peut coûter plus cher que de faire face au rejet. Ce processus de pensée est conforme à la philosophie stoïcienne qui nous apprend à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de contrôle. Nous ne pouvons pas changer toutes les circonstances extérieures, mais nous avons la capacité d'ajuster nos pensées et les émotions qu'elles génèrent. La capacité de changer notre perception intérieure face aux défis est fondamentale dans la philosophie stoïcienne, et cela se produit lorsque nous faisons la différence entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas toujours changer ce qui se passe dans le monde, mais que nous pouvons toujours changer la façon dont nous voyons ce qui nous arrive, changeant ainsi notre façon de penser et de réagir. Cependant, il est important de comprendre que toutes les émotions négatives ne peuvent ou ne doivent pas être éliminées. La peur, par exemple, a une fonction biologique importante qui consiste à nous protéger des menaces réelles. Ces réactions émotionnelles automatiques et instinctives sont vitales pour notre survie. Imaginez que vous vouliez vivre sans avoir peur de quoi que ce soit. Cela ferait de vous une personne totalement imprudente, comme par exemple s'arrêter à tous les feux de circulation à l'aube avec les vitres de la voiture ouvertes ou marcher à l'aube dans des endroits connus pour être dangereux. Vous mettriez inutilement votre sécurité en danger et deviendriez une cible facile pour les criminels. Chaque émotion a sa fonction. Le problème, c'est quand elles surgissent et nous submergent dans les mauvais contextes. La peur, dans ce contexte, agit comme une alerte naturelle qui nous aide à éviter les décisions qui nous mettent en danger. Le but n'est pas d'éliminer toutes les émotions négatives, ce qui nous rendrait moins humains et nous priverait d'expériences importantes pour notre bien-être et notre croissance. L'accent doit être mis sur la gestion de ces émotions négatives qui, sans être liées à une menace réelle, sabotent et nuisent à nos efforts et à nos projets de vie. Imaginons une mère qui est trop préoccupée par l'avenir amoureux de son enfant, qui démontre très bien à quel point il est facile de se perdre dans des angoisses et des hypothèses sans fondement. Cette mère commence à imaginer des scénarios où son fils, lorsqu'il commence à sortir avec elle ou à se marier, pourrait cesser de lui rendre visite le dimanche, ou pire, si la future belle-fille ne l'aimait pas ou essayait d'empêcher ses visites. Ces questions reflètent des craintes qui, bien que compréhensibles, reposent sur des situations hypothétiques qui ne souffriront peut-être jamais, comme nous le rappelle Sénèque, plus en imagination qu'en réalité. Cela souligne l'importance de ne pas laisser les pensées négatives excessives dominer notre esprit, c'est-à-dire que nous devons d'abord éliminer les pensées hypothétiques, qu'il s'agisse de situations, d'arguments, de trahisons ou de tout type de drame que notre esprit invente souvent. Si vous avez déjà été dans une situation délicate, vous avez probablement fait l'expérience de cette dispute mentale, où vous répétez différentes réponses que vous pourriez donner. Imaginez comment vous pourriez parler et planifier ce qu'il faut faire si l'autre personne répond d'une certaine manière. Cette inquiétude constante affecte notre bien-être émotionnel, nous fait porter une charge émotionnelle inutile, nous obligeant à faire face à la colère, à l'indignation, et nous préparant à attaquer pour quelque chose qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire que nous souffrons même, comme Sénèque nous l'a dit, plus en imagination qu'en réalité, et cela peut également exercer une pression inutile sur les relations avec ceux que nous aimons. Au lieu de se concentrer sur ce qui pourrait mal tourner à l'avenir, il est préférable et plus sain de trouver un équilibre entre ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Ainsi, nous sommes en mesure de faire face aux défis de la vie d'une manière plus positive et efficace, en maintenant un point de vue équilibré qui valorise le présent, sans trop nous soucier de ce qui est à venir. Les pensées improductives ou irrationnelles sont comme des chaînes que nous créons pour nous-mêmes, nous maintenant coincés dans des croyances qui limitent notre capacité à réagir de manière saine aux situations de la vie. Ces schémas de pensée peuvent déformer nos émotions d'une manière qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple,
Vous trouvez le pneu crevé de votre voiture et supposez immédiatement que votre voisin ne vous prêtera pas le cric, sans même demander. Vous vous limitez avec des hypothèses négatives, et ces pensées peuvent entraîner du stress et de la frustration sans raison, tandis qu'une attitude plus tolérante pourrait résoudre la situation de manière simple. Un voisin peut refuser de l'aider, mais cela ne signifie pas que tout le monde fera de même. Penser que l'attitude mesquine d'une personne représente celle de tout le monde est une généralisation injuste. La mauvaise généralisation est un schéma de pensée irrationnel courant qui nous fait croire qu'un échec ou un rejet dans un domaine de la vie signifie échouer à tout. Ce genre de pensée peut transformer de petits revers en catastrophes, et cela nous empêche de voir la situation objectivement. Reconnaître et remettre en question ces croyances irrationnelles nous permet de voir les situations plus clairement et d'y répondre plus simplement. Un autre exemple est la façon dont la culture et les croyances personnelles ont un impact important sur la façon dont nous percevons le rejet parental. Dans de nombreuses sociétés, il existe l'idée qu'être rejeté par ses parents est dévastateur et irréversible. Cependant, les recherches montrent que tous les enfants qui sont rejetés ou sévèrement critiqués par leurs parents ne finissent pas par souffrir émotionnellement à vie. Cela nous fait comprendre que la façon dont nous réagissons à ces situations est influencée en grande partie par ce que nous croyons et attendons en fonction de notre culture. Albert Ellis, un psychologue de renom, suggère que de nombreuses émotions négatives sont causées par nos propres croyances irrationnelles. Par exemple, si nous sommes injustement accusés de mentir, dans quelle mesure cela nous affecte-t-il? Cela dépend beaucoup de la valeur que nous accordons à l'opinion des autres. Si nous croyons que nous avons besoin de l'approbation de tout le monde, une telle fausse accusation peut nous ébranler au plus profond de nous-mêmes. Cela nous tue. Mais si nous comprenons qu'il est possible d'être heureux sans l'approbation universelle, l'effet de ces situations sur notre état émotionnel devient beaucoup plus faible. Comme Erich Fromm, dans son livre « La peur de la liberté », parle de la façon dont les gens sont confrontés à un choix difficile. Soit ils font ce que les autres attendent d'eux, en laissant de côté ce qu'ils veulent vraiment et en se sentant tristes à ce sujet. Soit ils font ce qu'ils veulent, mais ils courent le risque de ne pas être acceptés par les autres. Changer la façon dont nous interprétons et réagissons aux situations en remettant en question nos croyances irrationnelles peut nous libérer de ces prisons mentales et nous permettre de répondre de manière plus saine et constructive aux défis de la vie. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, une capacité de raisonnement. Cependant, notre capacité est sujette à de nombreux préjugés qui nous rendent vulnérables à croire des choses sans poser de questions, ou à développer des comportements superstitieux et parfois fanatiques. Même si nous sommes conscients que certains de nos comportements ou de nos pensées nous nuisent, nous persistons parfois et les maintenons à cause de croyances irrationnelles qui sont profondément enracinées en nous. Dans de nombreuses relations, il y a l'idée irrationnelle que tout le monde devrait agir équitablement, et quand ce n'est pas le cas, il mérite d'être jugé. Cette idée vient souvent de la notion de libre arbitre et de la tendance à étiqueter les gens, mais sans tenir compte des limites de leur situation ou de la diversité de leurs valeurs. Lorsque nous nous sentons émotionnellement perturbés, nous devrions nous demander « Est-ce la seule façon de voir la situation? Dans quelle mesure ma perception est-elle vraie? Et y a-t-il une façon plus rationnelle de la comprendre ?» Il est essentiel de remettre en question et de changer les croyances irrationnelles pour éviter toute frustration inutile. Il peut s'agir d'essayer de comprendre les motivations des autres, d'accepter les petits défauts, d'aider les autres à les surmonter ou de décider si des défauts graves sont une raison suffisante pour mettre fin à une relation. De plus, la tolérance et le respect des opinions des autres, même si elles diffèrent des nôtres, sont fondamentales pour vivre ensemble en harmonie. Le cerveau humain ne sépare pas entièrement la raison de l'émotion. Le cortex cérébral, partie rationnelle, et le système limbique, partie émotionnelle, sont profondément interconnectés. Ainsi, l'idée que nous pouvons penser sans ressentir est démentie par ce que nous savons sur le fonctionnement du cerveau. Pour faire face à l'adversité, des stratégies telles que se distraire avec des activités agréables, utiliser la pensée intentionnelle pour imaginer des scénarios moins stressants, ou se concentrer sur des pensées relaxantes peuvent être utiles. Il est important d'éviter les généralisations et les attentes qui déforment la réalité et de ne pas présumer des intentions négatives des actions des autres. Reconnaître que les croyances de « je devrais être parfait »,« les autres devraient bien me traiter » et « le monde devrait être facile » sont des monstres qui nous empêchent de progresser. La littératie émotionnelle,
la capacité de se changer soi-même et l'acceptation que les autres peuvent se tromper sans être rejetés ou méprisés sont autant d'étapes importantes dans l'amélioration des relations interpersonnelles et la résolution des conflits. L'ancienne école stoïcienne se référait à ces enseignements comme à une forme de science, mais la vertu ne vient pas réellement d'une formule toute faite, c'est un art. L'essentiel de la vertu peut être transmis, mais il est nécessaire que chacun se consacre à l'amélioration et à l'apprentissage de l'expression de cette vertu à travers ses actions et ses choix personnels. C'est à vous chaque jour de le mettre en pratique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez la pratique et la ville d'où vous regardez. Créons la plus grande communauté stoïcienne et apportons cette connaissance à plus d'endroits dans notre monde. Merci encore d'être là.